Les États-Unis sont-ils en train de s'effondrer? C'est la mauvaise question. Je veux que vous gardiez une question différente en tête pendant les 20 prochaines minutes. Que se passe-t-il pour le pays le plus puissant de l'histoire quand la chose qui le rend puissant cesse d'être gratuite? Chaque chaîne vous raconte la même histoire en ce moment. L'Amérique se noie dans la dette. L'Amérique perd son emprise. L'Amérique est au bord du gouffre. Cette histoire n'est pas fausse. Elle est juste superficielle. Elle traite les 40 000 milliards de dollars de dette comme la maladie. Je vais vous montrer ce soir que la dette n'est pas la maladie. La dette est le symptôme de quelque chose que les États-Unis ont construit délibérément et qu'ils doivent maintenant tranquillement, délibérément, démanteler, que leurs propres dirigeants l'admettent ou non. Voici ma thèse aujourd'hui. Je vais vous montrer exactement 3 choses. Premièrement, que la puissance mondiale de l'Amérique n'a jamais vraiment été construite sur les chars ou le PIB. Elle a été construite sur un privilège si spécifique que les économistes lui ont donné son propre nom. Et ce privilège est maintenant dépensé plus vite qu'il n'est renouvelé. Deuxièmement, que ce qu'on appelle la dédollarisation dans les gros titres n'est pas une attaque de Pékin ou Moscou. C'est la réponse structurelle prévisible à la façon dont Washington a utilisé ce privilège pendant 25 ans. Et troisièmement, que la vraie bataille de la prochaine décennie ne se joue pas du tout avec le dollar. Elle se joue sur ce que devient l'argent ensuite. Et presque personne regardant les informations ce soir ne comprend que ce combat est déjà en cours. Sur cette chaîne, on ne fait pas de panique et on ne fait pas de propagande de soutien. On suit la logique du pouvoir, on suit les incitations, et quand on retire l'émotion des gros titres, le tableau devient toujours clair. Laissez-moi commencer par les faits, parce que vous avez besoin d'un sol sous les pieds avant que je vous emmène dans l'analyse. Au début de juillet 2026, la dette nationale brute totale des États-Unis s'élevait à 39,4 billions de dollars. Un an plus tôt, elle était inférieure de 2,8 billions de dollars. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est l'équivalent d'une économie de taille moyenne entière en nouvel emprunt en 12 mois. Le taux d'intérêt moyen que le Trésor paie désormais sur sa dette négociable est de 3,41%, près de 2 fois et demi ce qu'il était il y a 5 ans. Les propres prévisions du Congressional Budget Office disent que les intérêts nets consommeront un peu moins de 14% de toutes les dépenses fédérales cet exercice fiscal, et près de 15% d'ici 2028. Ça signifie, en termes simples, que pour chaque 7 $ que Washington dépense, 1 $ va uniquement au service de la dette déjà contractée, avant même qu'un seul soldat ne soit payé, avant qu'une seule école ne soit financée, avant qu'un seul pont ne soit réparé. L'explication grand public à ça est simple. Les politiciens dépensent trop. Les deux parties sont coupables. Le pays a besoin de discipline fiscale. Cette explication n'est pas fausse. Elle est juste trop étroite. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut d'abord comprendre le mécanisme qui a permis à l'Amérique de mener cette expérience pendant 80 ans sans conséquences, et pourquoi ce mécanisme fonctionne désormais à l'envers. Les économistes ont un vrai nom pour ce que je m'apprête à décrire. Ce n'est pas un terme conspirationniste. C'est un terme utilisé par un ministre français des Finances dans les années 1960, et il est resté tranquillement dans les manuels d'économie depuis. Le privilège exorbitant. Depuis que le dollar américain est devenu la monnaie de réserve mondiale à Bretton Woods en 1944, les États-Unis jouissent de quelque chose qu'aucun autre pays sur Terre ne possède, la capacité d'emprunter dans sa propre monnaie auprès de la planète entière, presque sans limite. Parce que le reste du monde a besoin de dollars pour échanger du pétrole, régler des dettes, détenir des réserves. Pensez à un propriétaire qui se trouve aussi imprimer la seule monnaie que ses locataires sont autorisés à utiliser pour payer le loyer. Il peut augmenter le loyer. Il peut imprimer plus de monnaie. Il peut fonctionner en déficit indéfiniment, parce que la demande pour sa monnaie ne disparaît jamais vraiment. Ce n'est pas un pays qui dépense simplement trop. C'est un pays qui a construit tout un empire sur le fait que le monde entier devait détenir sa dette, qu'il le veuille ou non. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est l'architecture ouvertement publiée de l'ordre financier d'après-guerre, et elle a fonctionné exactement comme conçue pendant 8 décennies. Voici le recadrage. Ce qui ressemble à une dépense américaine imprudente est en réalité un propriétaire qui a commencé à augmenter le loyer plus vite que ses locataires ne peuvent le payer, dans un immeuble où les locataires, pour la première fois en 80 ans, construisent tranquillement leur propre immeuble juste à côté. Maintenant, laissez-moi vous emmener plus loin, parce que c'est là que ça devient sincèrement intéressant. Couche 1. La preuve évidente. La part du dollar dans les réserves mondiales des banques centrales est passée de plus de 70% en l'an 2000 à 57,1% au premier trimestre 2026, selon les propres données COFER du FMI. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est un glissement continu sur un quart de siècle.
et il s'est poursuivi à travers les administrations républicaines et démocrates, ce qui vous dit que c'est structurel, pas politique. Couche 2. La preuve que presque personne regardant les informations ne relie à la couche 1. Ce chiffre de 57% est actuellement soutenu principalement par des effets de valorisation des devises, pas par un véritable nouvel appétit pour les actifs en dollars. Les propres analystes du FMI ont signalé que la stabilité récente de la part du dollar dans les réserves vient de manière disproportionnée du mouvement des taux de change, pas des banques centrales choisissant d'acheter plus de bons du Trésor. Retirer cet effet de change et le glissement de préférence sous-jacent hors du dollar est plus important que ce que le chiffre affiché admet. Couche 3. Le tissu conjonctif. Chaque dollar qui quitte le système de réserve ne disparaît pas. Il va quelque part. L'or a désormais dépassé les bons du Trésor américain en part des réserves officielles, pour la première fois dans l'ère moderne. Les banques centrales ne vendent pas de dollars pour acheter des euros. Elles achètent de l'or, un actif sans contrepartie, sans risque de sanctions et sans aucune ficelle politique attachée à Washington. Je veux que vous vous arrêtiez là-dessus un instant. Quand les banques centrales préfèrent tranquillement un métal qui ne rapporte aucun intérêt à la dette du pays le plus puissant sur Terre, ce n'est pas du bruit. C'est un vote de défiance exprimé dans le seul langage que parlent les banques centrales. Couche 4. Le chiffre que je veux que vous mémorisiez. 14%. C'est la part de chaque dollar fédéral allant strictement aux intérêts, prévu pour approcher 15% dans 2 ans. Historiquement, quand le fardeau du service de la dette d'une grande puissance franchit cette fourchette, alors que la part de marché mondial de sa monnaie décline simultanément, ça ne s'est jamais terminé par une réduction volontaire et gracieuse des dépenses. Ça s'est terminé soit par un défaut, soit par une dévaluation monétaire, soit par une restructuration forcée de tout le système monétaire sur lequel le pays fonctionne. Rome a dévalué son denier d'argent pendant 2 siècles avant que quiconque dans l'Empire n'admette que la pièce dans sa poche valait moins que celle que portait son grand-père. L'Empire britannique a détenu la couronne de la monnaie de réserve pendant 1 siècle. Puis, tranquillement, humiliamment, la remise à Washington après 2 guerres mondiales qu'il ne pouvait plus se permettre. Aucune de ces 2 transitions n'a été annoncée aux informations la semaine où elle s'est produite. Toutes 2 étaient visibles pendant des décennies auparavant, exactement dans le genre de chiffres que je viens de vous donner pour quiconque était prêt à les regarder honnêtement. Je veux présenter l'argument le plus solide possible pour l'autre camp, parce que je vous dois le vrai débat, pas une version simplifiée. L'argument le plus fort va comme ceci. Le dollar meurt, selon les commentateurs, depuis 50 ans, et il n'est jamais réellement mort. Chaque monnaie rivale a des faiblesses structurelles qui la disqualifient. L'euro n'a pas de marché obligataire unifié unique, ni d'autorité fiscale unique qui le soutient. Le renminbi n'est pas librement convertible. La Chine elle-même restreint combien d'argent peut quitter le pays, ce qui le rend structurellement inapte à être une monnaie de réserve mondiale, peu importe la taille que prend l'économie chinoise. Et le commerce mondial, surtout le pétrole, reste encore massivement tarifé et réglé en dollars, parce que changer cette infrastructure serait énormément coûteux pour tout le monde, y compris les rivaux de l'Amérique. C'est un argument sincèrement solide. Les effets de réseau dans les monnaies sont réels. Le monde utilise le dollar en grande partie parce que tout le monde utilise le dollar. Et cette inertie est extraordinairement difficile à briser. L'argument adverse décrit précisément les 25 dernières années. Il ne décrit pas les 10 prochaines. Parce que l'argument adverse suppose que l'alternative au dollar doit être une autre monnaie souveraine unique. Ce n'est pas le cas. Ce qui émerge réellement n'est pas une monnaie rivale, c'est un rail rival. Un système de règlement qui n'a besoin de la permission d'aucun pays unique. Construit sur des registres numériques plutôt que sur le système bancaire correspondant SWIFT, qui permet à 2 pays quelconques de commercer dans la monnaie de leur choix tout en contournant entièrement la compensation en dollars. On n'a pas besoin de détrôner le dollar pour l'affaiblir. On a juste besoin de le rendre optionnel pour une part suffisamment large du commerce mondial pour que la logique « tout le monde l'utilise parce que tout le monde l'utilise » commence à fonctionner à l'envers. Et c'est le cadre sur lequel je veux vous laisser ce soir, parce qu'il explique tout ce que je viens de vous montrer. Je l'appelle le piège du privilège exorbitant. Voici la version simple. Un privilège qui ne vous coûte rien tant que vous êtes la seule option devient un passif au moment où des concurrents existent, parce que vous avez construit tout votre modèle de dépenses en supposant que le trajet gratuit ne finirait jamais. Les États-Unis ont passé 80 ans à emprunter comme si la demande mondiale de dollars était une loi physique permanente. Ce n'en est pas une. C'était une condition historique créée par les circonstances d'après 1944. Et chacune de ces circonstances est désormais testée simultanément.
La part de l'Amérique dans l'économie mondiale rétrécit relativement à l'Asie. Son état de droit et sa crédibilité institutionnelle ont subi de réels coups à leur réputation, chez elle et à l'étranger, au cours de la dernière décennie. Et pour la première fois depuis Bretton Woods, une infrastructure de règlement alternative crédible existe réellement. Le piège n'est pas que le dollar s'effondre l'année prochaine. Le piège, c'est que le coût du privilège, cette facture d'intérêt que je vous ai donnée, 14% et en hausse, continue d'augmenter exactement au moment où le privilège lui-même continue de rétrécir. Ce n'est pas un pays simplement en faillite. C'est un pays dont le marché fondamental avec le reste du monde est en train d'être renégocié en temps réel, sans traité formel, sans moment de gros titres, un achat d'or de banque centrale à la fois. Voici où ça devient personnel, parce que la prochaine phase de cette histoire ne concerne pas vraiment le dollar du tout. Elle concerne ce qui remplace le cash et les bons du trésor comme outil de contrôle, une fois que l'ancien système cesse de fonctionner aussi bien qu'avant. Voici ce que personne ne vous dit. Les gouvernements qui perdent leur marge de manœuvre fiscale répondent rarement en se réduisant eux-mêmes. Ils répondent en resserrant les tuyaux. Au cours des 3 dernières années, plus de 100 pays ont activement recherché ou pilotent des monnaies numériques de banque centrale, de l'argent numérique programmable, traçable, émis directement par une banque centrale plutôt qu'une banque commerciale. Le pilote du yuan numérique chinois est le plus avancé au monde. La Banque centrale européenne a fait avancer son projet d'euro numérique à travers de véritables étapes législatives. La Réserve fédérale mène ses propres recherches. Je ne vous dis pas qu'un dollar numérique est un outil d'asservissement. Cette affirmation va plus loin que ce que les preuves soutiennent. Et j'essaye de ne jamais vous dire qu'une chose est certaine quand elle ne l'est pas. Ce que je vous dis, c'est ceci. Un gouvernement dont l'ancien privilège s'érode et dont la facture du service de la dette explose a une incitation structurelle évidente à vouloir une visibilité plus précise, plus programmable, sur comment l'argent circule à l'intérieur de sa propre économie. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est exactement ce que fait un acteur rationnel quand l'ancien système laxiste cesse de se financer lui-même. Surveillez la législation, pas les communiqués de presse. Je veux vous donner 3 prédictions, notez-les. Revenez à cette vidéo dans 1 an et dites-moi si j'avais raison ou tort. Premièrement, la part du dollar dans les réserves mondiales, ajustée pour les effets de valorisation des devises plutôt que le chiffre affiché, continuera son déclin pluridécennal jusqu'en 2027, même si le pourcentage central affiché semble temporairement stable à cause des mouvements de change. Surveillez les données d'achat d'or des banques centrales, pas le pourcentage du dollar, parce que c'est là que se trouve le vrai signal. Deuxièmement, dans les 18 à 24 prochains mois, au moins un pays du G20 annoncera un mécanisme de règlement commercial bilatéral avec un partenaire majeur, contournant explicitement la compensation en dollars pour une part significative du commerce, probablement liée à l'énergie, impliquant probablement soit la Chine, l'Inde, soit un État du Golfe. Troisièmement, et c'est la prédiction structurelle, les intérêts nets en part des dépenses fédérales franchiront les 15% avant la fin du cycle électoral de 2028, forçant, quelle que soit l'administration au pouvoir, à un règlement public, soit des hausses d'impôts, soit des réductions de dépenses, soit accepter une inflation matériellement plus élevée comme la voie de moindre résistance politique. Parce qu'une 4e option, faire simplement croître l'économie assez vite pour distancer la dette, n'a été atteinte par aucun des 2 partis en 25 ans, et il n'y a aucune raison structurelle de s'y attendre dans les 4 prochaines. Alors, voici 3 choses que je veux que vous surveilliez dans les prochains mois. Premièrement, surveillez la publication trimestrielle COFER du FMI. Pas le pourcentage du dollar affiché, mais la répartition entre effet de valorisation et véritable préférence des gestionnaires de réserve. C'est le chiffre honnête. Deuxièmement, surveillez les achats d'or des banques centrales, que le World Gold Council rapporte trimestriellement. C'est la chose la plus proche que nous ayons d'un vote de confiance ou de défiance en temps réel envers le système du dollar. Et troisièmement, et c'est celui qui compte réellement pour votre propre foyer, pas juste pour l'architecture abstraite de la finance mondiale, surveillez ce qui arrive à votre propre pouvoir d'achat pendant que cette transition se déroule. Parce que les transitions monétaires dans l'histoire n'ont jamais été douces pour la personne détenant l'ancienne monnaie au mauvais moment. Chaque empire de l'histoire croyait que sa monnaie était permanente, jusqu'à l'année où elle ne l'était plus. Rome le croyait, l'Espagne le croyait, assise sur plus d'argent qu'aucune puissance n'en avait jamais contrôlé dans l'histoire. La Grande-Bretagne le croyait, jusqu'au moment où elle a tranquillement remis la couronne de la monnaie de réserve à un pays aux côtés duquel elle avait combattu dans 2 guerres. Aucun d'entre eux n'a vécu son déclin comme un effondrement unique.
Ils l'ont vécu comme une lente renégociation d'un marché que personne n'avait jamais pris la peine d'écrire, jusqu'au jour où les termes avaient tellement changé que tout le monde pouvait le voir d'un coup. Et à ce moment-là, c'était déjà de l'histoire plutôt qu'un avertissement. La question sur laquelle je veux vous laisser ce soir n'est pas de savoir si l'Amérique s'effondre. C'est celle-ci. Quand le marché fondamental d'une nation avec le reste du monde change tranquillement de forme, qui bénéficie de s'assurer que vous le remarquiez trop tard pour agir? La transition la plus dangereuse n'est jamais celle qui arrive avec un gros titre. C'est celle qui est déjà en cours depuis une décennie avant que quiconque n'accepte de l'appeler par son nom. Cette histoire va continuer d'évoluer vite dans les prochains trimestres, et je suivrai chaque publication de données à mesure qu'elle arrive. Dites-moi dans les commentaires laquelle des 3 prédictions vous semble la plus probable de se réaliser en premier. Je lis vos réponses, et vos questions façonnent la prochaine analyse. Je suis le professeur Zhang Shoin. Merci d'avoir regardé.